Patrick, on parlait de Lyon, mais également, je voulais parler du bureau là, sur lequel tu es posé. Fabriqué à Lyon, conçu par une agence de design, Projetator, de jeunes designers. Ouais, c'est toute une histoire. Je te remercie de me faire parler de cet objet avec lequel je vis depuis plus de 30 ans. Et du galet de Gerasim Luca également. Ah ben voilà, on va parler à droite. du galet. Voilà. En fait, quand j'ai eu enfin l'occasion de m'établir à Paris, donc où j'étais d'abord avec un pied-à-terre, puis une colocation, puis à un moment donné, au début des années 90, enfin un appartement. J'avais besoin d'un bureau, et rien ne me plaisait, ou alors atteignait des sommes astronomiques. Donc je me suis dit, avec un petit budget, je pourrais proposer à de jeunes designers un projet, et la commande, ce serait un bureau de poète, voilà, sans plus. Et ils ont dit, bah oui, ça nous intéresse bien, ça nous plaît bien. Et bon, ils étaient des anciens étudiants du Beaux-Arts de Lyon, mais je ne les avais pas eus en écriture poétique, mais je les avais dans des cours d'histoire ou des arts et des idées. Je les aimais bien, et puis ça se passait bien. Ils ont commencé à faire des esquisses, et ils sont venus me voir et ils voulaient savoir comment je travaillais. Donc l'idée de la rivière, elle est là. L'idée de plusieurs matériaux, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas homogène, qui ne soit pas unique, comme disait il n'y a pas très longtemps Stéphane Bouquet à la Maison de la Poésie, peu de temps avant sa mort, dans cette très belle soirée. Un, c'est quand même nul. Voilà, un, c'est nul. Voilà, il faut quand même qu'on ait ça en tête. Donc ils ont fait deux. Hein. Et puis, ils ont peaufiné leur projet. Et moi, je m'attendais à un petit bureau de poète. Hein. On est modestes, nous, les poètes. On n'est que poètes. Mais non, ils devaient avoir une image un peu romantique du poète. Encore qu'il y avait aussi beaucoup de poètes romantiques qui vivaient dans des conditions désastreuses, n'est-ce pas, y compris Baudelaire. Et donc, un jour, ils ont dessiné quelque chose qui allait devenir cet objet invraisemblable. J'ai laissé faire, mais j'ai posé quelques conditions. Il fallait qu'il soit facilement démontable et qu'il soit sur patins, parce qu'on était dans un petit 50 mètres carrés, certes dans le 17e au Batignolles, mais enfin, donc il fallait que ça puisse être poussé quand on reçoit des gens pour dîner, par exemple. Donc c'est le cas. Et alors, il est très fonctionnel, il est très pensé par rapport à... Là, c'est la matière première, les feuilles, la bureautique, on va dire. Et puis là, c'est les manuscrits finaux, et ici, c'est la phase intermédiaire, avec la partie écritoire qui est assez sympa. Donc, j'y mets les stylos. Parce que, tu l'as remarqué, il n'y a pas d'ordinateur sur mon bureau. Hein. Donc évidemment, j'utilise un ordinateur, mais je voulais vraiment que le design épouvantable des ordinateurs domestiques dans les années 90, gris sur fond gris, carré, plastique, ne vienne pas polluer la beauté de cet objet qui est quand même, je me permets de le dire parce que j'y suis pour rien, assez éloquent, quoi, assez beau. Et alors il vieillit très bien. Et il y a des choses très intelligentes. Par exemple, le plateau qui est légèrement incliné ici, courbé, qui fait que quand on lit, on pose les avant-bras, et c'est très ergonomique. Alors la partie écritoire, donc les stylos, donc j'écris avec des beaux stylos. Il se trouve que là, il y en a un qui vient de disparaître parce que je me suis fait voler une sacoche avec un de mes carnets, 100 pages de recherche sur Blaise Gauthier, tu vois, volé dans un TGV, et il y avait mon stylo plume de voyage. Donc j'en ai mis un autre en attendant. Ah oui, alors il y a ça aussi que je mets là. Alors ça, c'est un outil aussi très important pour mon travail, c'est un dictaphone, bon, ça se reconnaît, que j'utilise quand je rencontre les gens, plutôt que de prendre des notes. À un moment donné, j'essaie de les écouter le plus longtemps possible, mais à un moment donné, par exemple, ils vont me donner un nom propre que je ne connais pas, il faut que je l'écrive, sinon je ne le retiendrai pas, ou une date. Donc j'ai mon dictaphone. Je ne le mets pas en fonction systématiquement, mais parfois, voilà, donc... Ah.
se trouve que c'est un hasard, mais c'est un hasard très sympathique. C'est la voix d'une grande figure du théâtre français qui a été un certain temps, qui a refusé d'être l'administrateur de la Comédie Française en revenant de Londres à Paris, qui a fondé l'Old Vic à Londres et qui a fondé l'école du théâtre du TNS à Strasbourg dans les années 50. Donc c'est Michel Saint-Denis qui lit pour la télé alsacienne dans les années 60 une page du livre Jonas de Jean-Paul de Dadelsen. Et si on connaît un peu Jean-Paul de Dadelsen en France, grâce à ce livre Jonas qui a été édité après sa mort, après la mort de Dadelsen, c'est parce que Michel Saint-Denis l'a bien connu à Londres, autour de la BBC, d'une part, le programme Les Français parlent au français, et d'autre part, le théâtre du Old Vic. Et c'est lui, Michel Saint-Denis, qui dans les années, début des années 50, a parlé de Jean-Paul de Dadelsen à son secrétaire général, qui était un écrivain dont le nom est Baptiste Marais, qu'on connaît bien dans le monde du roman et de l'écriture poétique, et qui, lui, Baptiste Marais, a fait un travail considérable d'archives, de recherche, est allé voir la veuve, est allé voir les deux filles de Dadelsen pour essayer de sauver la mémoire de Dadelsen avant qu'il soit trop tard. Et c'est grâce à Baptiste Marais que moi-même j'ai pu faire démarrer tout ce travail dans un de mes livres qui s'appelle Flash d'Europe et mon garde-fou, consacré à cette grande figure si peu française, européenne en fait, de Jean-Paul Dadelsen. Donc c'est très intéressant de l'entendre. Bon, ben voilà, c'est sur l'émission en question que j'ai pu, grâce à un ami, capter dans les archives de l'INA. Voilà. Ah oui, tiens, un stylo que j'aime bien, de mon ami Dimitri Orlac, Oser écrire. Voilà. Édition numérotée de livres. Voilà. Alors oui, le galet. Le galet, allons-y. Le galet. Et alors, donc ta relation à Gerasim Luka aussi. Oui, alors, relation, tu le sais, longue et forte. Bon, je ne fais pas partie des gens qui l'ont très très bien connu de son vivant, mais je l'ai quand même fréquenté les dernières années de sa vie, et puis en particulier, je l'ai invité à faire un récital, comme il disait. J'ai d'ailleurs repris un certain temps l'expression de récital, parce que justement, comme on en parlait tout à l'heure, le terme performance était parfois malvenu, était employé à tort et à travers et galvaudé. Pour moi, une performance, c'est une lecture ou pas, mais où il y a déplacement et où il y a geste, et éventuellement objet. Voilà. S'il n'y a qu'une lecture à un pupitre, même si c'est debout, même si je gueule, c'est pas pour autant une performance. Mais souvent, on appelle ça une performance pour la distinguer des lectures un peu ennuyeuses. Bon, Gerasim Luka ne faisait pas de performance, c'est clair, il appelait ça un récital, et quand il m'avait dit qu'il appelait récital ce qu'il faisait, je me suis dit, mais au fond, par hommage, et puis parce que c'est un terme qui finalement dit assez bien ce qu'il veut dire, sauf qu'il est tellement galvaudé lui aussi, et pourri par le monde musical classique, que au bout d'un moment je l'ai abandonné. Mais disons que il est venu donc 2 jours à Lyon, donc il est venu plus longtemps que les autres auteurs invités. Il avait envie de circuler dans Lyon, et puis on a passé des moments formidables. Et puis par la suite, on s'est revus, notamment parce qu'Isabelle a fait un petit livre d'artiste avec lui. Donc elle est allée lui porter, nous y sommes allés ensemble, Isabelle Vorle. Et donc, après avoir coordonné le numéro de Java consacré à Gerasim Luka, je m'étais dit, je dois aller plus loin maintenant, je dois écrire un long poème, alors pas sur Gerasim Luka, mais avec, étant donné qu'il était décédé évidemment, avec un mort que j'ai connu vivant. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce franchissement du souvenir, du vivant, du survivant, voire le mort. Donc j'ai commencé un travail dans le cadre de Gadjo Migrant dans les années 2000, et j'y ai travaillé longtemps. Après y avoir réfléchi une dizaine d'années, que faire avec Gerasim Luka? Comment oser faire quelque chose avec l'immense Gerasim Luka?
Mais j'avais cette chance de l'entendre parler, de l'avoir vu rire. Nous avons passé des moments très simples, très beaux, très, très forts. Et il y avait aussi son épouse, Micheline Cathy. Et donc, quand le travail du long poème a été terminé, nos amis des éditions Corti de l'époque connaissaient une partie du texte, puisque j'en avais lu un extrait devant eux dans un festival à Crêt. Et donc, il a été possible que je fasse une lecture du poème, enfin d'une bonne partie du poème, pas le tout, ça fait quand même 90 pages, à la librairie Corti, qui était la librairie que fréquentait parfois, il n'y allait pas souvent, mais que fréquentait Gerasim Luca, bien sûr, l'éditeur, et avec qui Bertrand Fiodo avait travaillé pour la préparation du livre. Donc c'était un moment émouvant, et l'épouse, la veuve de Gerasim Luca est venue, Micheline Cathy. Donc on était très émus, tout le monde. Bon, j'ai fait ma lecture, mais avant, j'ai demandé à Micheline, que j'avais continué de voir, de visiter. Elle vient d'avoir 100 ans, là, extraordinaire, femme formidable. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir pour ma lecture un objet qui appartenait à Gerasim Luca, que je poserai sur le comptoir, sur le bureau, qui sera un peu le reflet d'une présence. Bon. Alors on a réfléchi ensemble, et puis à un moment donné, après avoir proposé plusieurs choses, il m'a dit « Ah, mais je pense à un galet qui était toujours sur le bureau de Gerasim Luca. Et c'est un galet corse, noir. » Alors elle me l'a montré, et je me suis dit ben, « C'est parfait, c'est absolument un objet très lucatien, superbe. » Alors de temps en temps, je le recharge. D'énergie, de ce qu'on veut. Alors, elle me l'avait amené pour ma lecture. Donc j'ai lu mon poème, et puis je l'ai un peu tripoté pendant la lecture, et puis ensuite je lui ai redonné, bien sûr. Elle m'a dit, ah, vous pouvez encore le garder un peu si vous voulez. Ah bon, alors je suis parti de la librairie Corti avec ce galet, je l'ai posé sur mon bureau, et puis 2-3 mois plus tard, quand je suis allé rendre visite à Micheline Cathy, je suis venu avec le galet, tout à fait prêt à lui rendre. Vous avez pu vivre bien avec ce caillou? Ah oui, très bien, oui, je l'ai mis sur mon bureau. Alors vous pouvez le garder. Voilà, donc il est là. Et ça fait partie des objets, il y a quelques cailloux, mais il y a aussi d'autres objets qui renvoient, qui sont un peu des objets transmetteurs, des chibolettes un peu vers ces grands absents qui sont toujours là. Les livres de Gerasim Luca sont là, les enregistrements sont là. C'est un peu ce qui est, dans le domaine qui nous occupe, une chance qui n'est pas le cas de tous les domaines, tous les champs, c'est que l'œuvre reste, quand elle est sauvée évidemment, quand elle est éditée, quand on s'en est occupé. Mais d'une certaine façon, Gerasim Luca, il est dans ses livres. Et il faut donc que nous vivions avec lui par ses livres et par ses enregistrements tout autant. Donc en fait, il est toujours là, il est toujours vivant. C'est ce qu'on pourrait appeler un survivant. Et tout mon travail, progressivement, dans le cadre du cycle des exils, mais pas seulement, Palabre avec les arbres, justement publié plus tard chez Corti, reprend ce principe. C'est cette espèce de principe que la poésie classique a appelé la prosopopée, c'est-à-dire le principe d'écrire, de faire vivre dans les vers ou dans la prose des morts, de leur redonner une parole. Et c'est évidemment quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Par exemple, avec Gerasim Luca, la question c'était est-ce que je vais le tutoyer ou est-ce que je vais le vouvoyer? Puis finalement, j'ai choisi le vouvoiement parce que de son vivant, je lui disais vous, et je trouvais que le tu avait un côté peut-être trop familier et qui peut-être m'aurait orienté vers quelque chose de moins mystérieux. Le vous a quelque chose, quand on est très proche de quelqu'un qu'on vous voit, il y a quelque chose d'un rapport un peu mobile et mystérieux qui s'établit entre les personnes. Donc voilà, c'est ce galet. Il y a quelques objets évidemment là aussi qui sont assez... Et puis il y a des photos. Et si on revient effectivement, tu parlais
de survivance de certains autrices ou auteurs. Je sais que tu écris également sur François Dufresne, dont je sais qu'il y a quasiment pas d'enregistrement, ou en tout cas peu de choses disponibles. Pourquoi t'es-tu intéressé à Dufresne, qui est un des membres fondateurs du lettrisme et après de l'ultra-lettrisme avec Wallman et Jean-Louis Brault, qui eux-mêmes sont... Alors Wallman un peu moins parce qu'il y a son côté plasticien, mais Jean-Louis Brault est pareil, hein, par les gens qui l'ont connu, est totalement oublié, voire inconnu par les nouvelles générations. Quelqu'un avait dit une fois pour présenter mon travail que je payais ma dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, ensuite évidemment, parenthèse là, payer sa dette, c'est quand même aussi, de ma part, rechercher une forme d'aujourd'hui. C'est-à-dire si je paye ma dette à l'égard d'un grand ancien, je ne vais pas me mettre à écrire comme Hölderlin ou comme Gerasim Luca. Mais payer ma dette, c'est-à-dire dans le cas de François Dufresne ou de Gerasim Luca ou de presque tous les auteurs, les poètes auxquels j'ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, avec beaucoup de plaisir souvent, c'est aussi que ce sont des auteurs, des poètes qui n'ont pas atteint un degré de reconnaissance mérité, ni de leur vivant, ni après leur décès. Alors pour Gerasim Luca, si, grâce à un certain concours de circonstances, et je crois d'abord au travail très exigeant de Michel Mikati et de quelques-uns de ses amis, notamment son cher ami Thierry Garel, qui fait beaucoup toujours aujourd'hui pour Gerasim Luca. Gerasim Luca est sorti de la clandestinité qu'il a connue quasiment de son vivant. Hein. Mais effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui me touchent profondément, soit que je les ai connus, soit que leur œuvre m'a touché ou me touche. Et François Dufresne en fait partie. C'est-à-dire que je vois très bien comment, si je laisse de côté le lettrisme, Bon, pour moi, François n'est pas vraiment un lettriste. Il était associé, il a commencé avec Isou, mais il ne se situe pas vraiment dans le lettrisme. Alors l'ultralettrisme, oui, mais si on dit ultralettrisme, j'ajoute situationniste, parce que c'est tout aussi important. Or, il est rare de trouver, tu le sais, mais il est rare de trouver des personnes, notamment historiennes d'art ou critiques, qui sont conscientes que le situationnisme, c'est aussi François Dufresne, et c'est probablement le poète du situationnisme. Bon. Et puis, bien sûr, celui de la poésie sonore. Et il est vrai qu'il a un peu perdu la renommée qu'il avait de son vivant, pour tout un tas de raisons, mais l'autre champ auquel il est associé, l'autre domaine auquel il est associé, c'est le nouveau réalisme, c'est ce qu'on appelle les affichistes, avec, je le rappelle, Villègle, Ins, et puis même on peut ajouter Rotella, et pourquoi pas Vostell à un moment donné. Bon. Alors, en fait, je me suis beaucoup intéressé, comme jeune critique, au nouveau réalisme. Et il y a un certain nombre de choses que j'ai repérées assez vite, qui sont en plus des enjeux politiques d'une grande gravité. Et j'ai remarqué que les artistes les moins soutenus étaient justement proches de la poésie ou poète, et souvent fortement marqués à gauche. Ce qui n'est, je vais surprendre personne, pas le cas de Maître Klein. Un livre est sorti enfin il n'y a pas très longtemps pour expliquer un peu les errances étranges du fasciste Yves Klein. Donc j'ai assez vite compris ce qui se passait et j'ai eu envie d'ailleurs d'écrire là-dessus en tant qu'historien d'art, mais il se trouve que j'ai senti une résistance des proches du nouveau réalisme de l'époque, y compris le critique célèbre Pierre Restany, qui était un brave homme et qui défendait son territoire. Or, je trouve que le travail de François Dufresne est le moins reconnu de la clique, et c'est peut-être un des plus excitants, et ne serait-ce que pour cette raison qu'il est à la fois dans le domaine des arts plastiques et dans le domaine de la poésie. Poète, artiste, poète. Voilà. Et là, il faut reconnaître qu'évidemment, en France,
ça passe toujours pas très bien, ça passait déjà pas à l'époque de leur vivant, mais c'est compliqué, hein, on aime bien les catégories, on est très positiviste, et donc des choses qui commencent un peu à s'effriter dans des logiques de cloison, rendent les choses un peu plus perméables qu'elles l'étaient il y a 30 ans. Mais quand j'ai fait mes débuts dans le domaine de la critique d'art, où justement je voulais travailler sur ces questions-là, à part la revue Opus, qui était à la fois revue de critique d'art et de poète, hein, je rappelle qu'Alain Jouffroy a été un des fondateurs de la revue Opus International. Alors, qui connaît encore le nom d'Opus International? Qui sait encore qu'est-ce que c'était? Bon, les papis et les mamies, certes, mais bon, elle n'est même plus conservée dans les bibliothèques, elle a été... Bon. Et d'ailleurs, je dois le dire qu'Alain Jouffroy, qui a été quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon parcours à ce moment-là, j'en garde une très grande considération, et c'est justement lui qui a été à un moment donné le modèle de son époque, du critique d'art, aussi poète. Ce que n'était pas Restany. Restany, c'est un commercial en fait. Et donc, il se trouve que Alain Jouffroy, dans un engagement très intense, a défendu aussi les artistes du nouveau réalisme, mais d'une autre façon et sur des enjeux beaucoup plus proches de la poésie, bien plus éloignés du commerce. Ah, quand je dis que c'est un commerçant, je vais un peu vite, mais c'est un homme de communication massive, je dirais, Restany, et il a très bien réussi. Donc c'est aussi Alain Jouffroy qui m'a mis le doigt sur l'importance de François Dufresne. Il n'était pas le premier. Je voyais Bernard Hassik, évidemment, que nous en parlions aussi, mais de prendre en considération le fait qu'il y avait un travail à mener là pour montrer justement cet extraordinaire, ce que j'ai appelé la face cachée du nouveau réalisme. Hein. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de faire un texte aux côtés d'Alain Jouffroy, d'ailleurs, pour un catalogue à Brest sur François Dufresne. Westamp, c'est ça? Oui, c'est ça. Où je crois avoir apporté un concours à cette réflexion que nous menons là, du décloisonnement, d'une possibilité qu'on puisse exprimer sa création par tous les médiums disponibles. C'est ce qu'on appelle l'intermédiaire de Dick Higgins. Mais oui, sauf que ce sont des notions qui sont bien connues dans les pays anglo-saxons, irlandais, germaniques et scandinaves ou italiens, mais que ici ça passe toujours assez difficilement. Ça bouge notamment grâce à ta génération, mais moi j'ai connu une période où les choses étaient quand même sclérosées. Hein. On ne pouvait pas franchir la barrière. Et or, c'est là que c'est quelque chose de très intéressant. Alors, pour ce qui me concerne, je ne dirai jamais, si je fais une exposition au CIPM, que je suis artiste plasticien. Je suis poète, c'est ce que j'ai choisi d'être quand j'étais adolescent. C'était évidemment ridicule de s'annoncer poète. Ça m'a aidé d'ailleurs, ça m'a surtout fermé les portes. Mais ça m'a aidé parce que quand je voyais la réaction, par exemple, dans des vernissages d'exposition, où on me demandait « Alors vous faites quoi, Patrick ?»« Je suis poète. » Ah, il fallait voir la tête des gens, hein. C'était assez charmant. C'était assez rare que ça enclenche aussitôt une discussion. La question numéro 2, c'était « Mais vous viviez de ça ?» Alors, au début, évidemment, j'étais très démuni pour répondre « Non ». Et puis, à un moment donné, du fait que j'enseignais la poésie, enfin la pratique poétique aux Beaux-Arts, et que j'avais été titularisé aux Beaux-Arts en tant que poète, ça c'est pas anodin, là j'ai commencé à dire oui. Et alors là, ça a beaucoup changé les choses. Alors là, on me demandait, mais alors vous faites quoi au juste exactement? Expliquez-nous, ça nous intéresse. Oui, ça nous intéresse puisque vous gagnez votre vie avec la poésie. C'est quand même terrible. Hein. On parle du réalisme socialiste, mais alors le réalisme capitaliste, c'est coton. Hein. Bon, il faut faire avec, on peut composer. Le monde n'est pas complètement opaque, n'est pas complètement fermé. En tout cas, François Dufresne, je ne l'ai vu qu'une fois, mais tout ce que j'ai fait de recherche des textes, des inédits, des enregistrements. Alors il y en a plusieurs, mais simplement ils ne sont pas disponibles. Hein. Mais du vivant de François, il y avait une cassette magnifique du tombeau de Pierre Larousse. Alors est-ce qu'elle est en CD sûrement? Je sais que... non, elle n'est pas en CD, c'est ça.
Si, il y a un ouvrage qui avait été publié par... C'est l'école des beaux-arts, c'est oui, ça? Oui. comment il s'appelle? C'est un ami, mais je ne retrouve plus son nom là. Qui était l'éditeur des éditions de l'école des beaux-arts de Paris. Il a fait un volume complet sur François Dufresne avec un CD. Bon, c'est évidemment, on peut le diffuser. Je vais retrouver son nom. Hein, c'est le volume rouge, ouais, c'est ça. Je crois qu'il est tout rouge, le volume. Oui, ça je ne sais pas. Je ne l'ai pas ici, je l'ai dans ma maison de campagne. Monsieur Inframin, spécialiste de Duchamp. C'est pas Arnaud? Non. Bon, ça me reviendra. J'ai honte parce que c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une très grande estime. Mais je n'en trouve plus son nom. Bon, donc il existe. Alors, il y a d'autres figures. Par exemple, je me suis intéressé à une poète américaine qui était au Black Mountain College, qui s'appelait Hilda Morley, M-O-R-L-E-Y, qui a eu en quelque sorte l'excentricité ou le mérite d'avoir publié son premier livre de poésie à 60 ans. C'est une des grandes poètes américaines de son époque, amie de Hilda Doolittle, qui a connu tous les grands, et qui était au Black Mountain College. Et quand Charleston s'absentait et ne faisait pas ses séminaires d'écriture dans la nuit, elle prenait les choses en route, en quelque sorte pas en remplacement, en remplacement de la personne absente, et alors elle le faisait tôt le matin. Donc au début c'était un peu difficile pour les étudiants et les étudiantes. Elle faisait évidemment un travail tout à fait autre que celui de Olson, mais elle a eu un véritable... elle est restée 4 ans au Black Mountain College. Mais alors, comme le Black Mountain College est un peu le monde de l'époque, un peu partout, notamment dans la culture, où pourtant on aurait pu espérer que les choses évoluent un peu plus vite que dans le commerce ou dans l'industrie, comme le monde était particulièrement à Black Mountain patriarcal, les commentateurs ont réussi à faire en sorte qu'elle n'apparaisse nulle part dans les documents concernant... Dans les syllabus. Alors il faut dire que quand il y avait une photo de groupe, elle s'arrangeait pour aller dans la cuisine pendant qu'ils faisaient la photo pour pas être sur la photo. Donc elle était un peu spéciale quand même. Alors en fait on la présentait quand même, il y avait parfois son nom, Hilda Morley, l'épouse de Stéphane Volpe. Alors ça nous amène à Stéphane Volpe en 2 mots, mais ensuite c'est surtout pour dire à quel point, quand j'ai découvert la poésie d'Hilda Morley, que j'ai découvert qu'elle était lue quasiment nulle part, et même pas aux États-Unis, je me suis dit là, il faut que je m'y mette, quoi. C'est-à-dire, je ne suis pas spécialiste de l'anglais, pas traducteur, mais il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Or, il se trouve que j'ai eu la chance d'entrer en contact avec un peintre de Washington qui l'a très très bien connu, qui s'appelle John Blee, au moment où j'écrivais Gadget Migrant, parce que mon projet c'était de suivre Stéphane Volpe depuis le Bauhaus à Weimar, en passant par Vienne. Il a travaillé avec Anton Weber, puis Jérusalem, où il a été un des fondateurs du conservatoire, de l'école du conservatoire supérieur de Jérusalem. Et puis finalement, il est un des membres principaux de ce qu'on appelle maintenant l'école de New York. Et il a passé 4 ans au Black Mountain College, invité par Charles Olson. Et donc en fait, je suivais le périple de cet homme, tous ces exils successifs, puisque c'est dans le cadre du cycle des exils. Et à un moment donné, j'ai vu que Hilda Morley avait publié un ouvrage où il était fortement question de son regretté époux, mort quelques années auparavant. Alors je me suis arrangé pour faire venir le livre en France. C'est le poète Guy Bonnet qui me l'a amené directement en me disant mais je ne le connaissais pas du tout, c'est formidable. Et c'est un livre dont le titre est extraordinaire, What are winds, what are waters. Et c'est un des livres les plus bouleversants que j'ai lus, poème d'amour à l'égard de son regretté époux Stéphane Volpe, qui était un personnage admirable, grand compositeur mais aussi grande figure en tant qu'être humain. Et donc, par Internet, je suis rentré en contact avec John Blee, qui avait beaucoup de choses à raconter sur Hilda Morley, et qui m'a invité à venir le voir à Washington. J'y suis resté une dizaine de jours. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je commence la traduction de quelques poèmes de Hilda Morley. Et un jour, je reçois le petit tableau qui est là-haut. Je ne sais pas si on le voit, mais il est un peu
il a un peu malheureusement vu l'espace dont j'y dispose. Et en fait, c'est le tableau, c'est une toile que John Blay a faite en prenant l'empreinte du visage d'Hilda Morley le jour de sa mort, avec un tissu, une sorte de toile de jute. Et ensuite, il a essayé de retrouver par ce bleu, le bleu des yeux d'Hilda, qui était une femme magnifique, une jeune femme bouleversante et qui attirait tous les regards, mais même dame âgée inspirait un très très vif intérêt et grand respect. Et elle-même avait une très grande altérité à l'égard des autres artistes. Donc c'était le cadeau de John pour que je continue avec soutien mon travail. Alors j'ai fait un dossier dans la revue Action Poétique sur Hilda Morley. Et puis il y en a eu aussi, il y a des poèmes traduits aussi sur remu.net. Mais si j'en parle, c'est parce que tu me poses la question, je réponds très longuement, pardon, de ces figures comme François Dufresne auxquelles je m'attache. C'est-à-dire à un moment donné, j'ai une sorte d'espoir très naïf que ce que j'appelle mes tombeaux de Hilda Morley, tombeaux de François Dufresne, etc., tombeaux de Gerasim Luca. Alors ça peut prendre des formes très différentes. Là en ce moment, tombeau de Blaise Gauthier. Comment à un moment donné, un travail dans la poésie, dans les arts poétiques comme je préfère dire, ce qui évite les clichés, poèmes en vers, et qui rejoint, c'est évidemment les arts poétiques au pluriel, c'est évidemment le frère, le jumeau de art plastique. C'est évidemment, alors tout ça est né évidemment dans une école des beaux-arts, les arts poétiques étaient enseignés à l'école des beaux-arts de Lyon. Et donc je reprends l'expression parce que je trouve qu'elle ouvre, au lieu de la poésie, de faire quelque chose d'un peu rétréci. Et donc comment un travail associé à beaucoup d'énergie, de temps, d'investissement spirituel, parfois dans la difficulté, mais qui finit par sortir sous forme d'un livre et sous forme de performance, peut réveiller l'intérêt des lecteurs de poésie ou des gens qui s'intéressent à la poésie. Et par exemple, c'est le cas avec Jean-Paul d'Adelsen. J'en ai déjà un tout petit peu parlé, puisqu'on a entendu le hasard tombe bien, mais il n'y a pas de hasard, on sait bien. Il n'y a que de la synchronicité, comme disait l'ami Jung, que peut-être les lacaniens regardent avec un peu de hauteur, mais pas toi. Et donc, Jean-Paul d'Adelsen est un poète que j'ai découvert quand j'avais 19 ans. Poète qui vivait, quand il était adolescent, dans le Sundgau, c'est-à-dire le sud de l'Alsace, pas très loin de la localité où j'étais, mais bon, bien avant moi, évidemment. Et j'ai été tout de suite fasciné par ce Jonas. Et puis, donc, comme je te l'ai dit, j'ai rencontré Baptiste Marais à plusieurs reprises dans des situations variées avant d'aller le voir pour qu'il me parle de ce qu'il savait encore de Jean-Paul d'Adelsen. Il était ravi que quelqu'un s'intéresse un peu à son cher d'Adelsen. Et en fait, donc, j'ai lancé un travail d'écriture grâce au témoignage de sa fille, grâce à tout ce que j'ai pu entendre, grâce à ce que Baptiste Marais m'a raconté, grâce à des amis de Baptiste Marais qui avaient 90 ans, qui avaient travaillé avec Monet à Luxembourg, où d'Adelsen était un des conseillers. Donc il a pu me raconter comment se passaient des séances de l'Europe, voilà. Et pas l'Europe. C'est là justement, ils étaient contre. Pas une Europe de nationalisme, une Europe de confédération. Le seul modèle possible, évidemment. Donc c'était passionnant, et donc à un moment donné, j'ai vraiment travaillé longuement dans le cadre de Flash d'Europe et Mon Garde-Fou à essayer de ramener l'œuvre immense, mais très modeste en nombre de pages, mais immense en termes de qualité artistique. Après tout, le nombre de pages de Rimbaud, c'est pas phénoménal. Quand on voit le volume de la Pléiade, il y a beaucoup de correspondances, puis il y a quelques poèmes, évidemment, qui sauvent de l'oubli l'être humain, mais bon, c'est pas une œuvre considérable, c'est pas Victor Hugo. Bon, d'Adelsen, c'est la même chose. En plus, il est mort, il avait 44 ans, donc il n'avait pas énormément écrit. Mais on a avec ce Jonas quelque chose d'une puissance, et qui n'entre pas, alors ça c'est peut-être un deuxième facteur qui me préoccupe beaucoup, qui n'entre pas
dans une espèce de doxa de la poésie française. C'est-à-dire, ça ne vient pas du surréalisme, ça ne vient pas de la résistance, bien qu'il ait été résistant, mais à Londres et pas avec De Gaulle. Alors ça, c'est évidemment un problème quand on est résistant à Londres et qu'on n'est pas avec De Gaulle, je peux vous dire, ça n'aide pas après. Hein. Michel Saint-Denis en a fait les frais, par exemple. Hein. Qui connaît Michel Saint-Denis quand on dit que c'est du niveau de Peter Brooks, et de Peter Hall, ou des grandes figures du théâtre anglais, et que l'héritier de Copeau, c'est pas comme on le voit sur Internet, Jean Villard, qui n'a jamais connu Copeau, c'est Michel Saint-Denis, qui était son neveu, et qui a travaillé avec Copeau, lui. Voilà, un théâtre qui vient essentiellement de Russie et d'Allemagne, donc qui n'est pas dans la tradition française. Voilà. Et alors là, je dois dire, sans doute, mes origines géographiques, ils sont pour quelque chose. Mon attirance du côté de Vienne et de Berlin sont pour beaucoup de choses, et puis sur l'Europe centrale, encore plus peut-être depuis des années. Donc, il y a une poésie française de grande qualité, mais à laquelle je n'adhère pas forcément comme je devrais. Je suis très perplexe, par exemple, à l'égard de Valéry. Je m'interroge vraiment sur Valéry. Non, je ne m'interroge plus depuis longtemps, à vrai dire. Les surréalistes m'ont beaucoup aidé, mais quand j'étais jeune, et je ne lis plus breton depuis 25 ans, 30 ans. Desnos, oui, quelques autres. Bon, si on regarde les grands classiques français du XXe siècle, finalement, je vais très vite aller du côté de Saint-Jean-de-Perse, qui a été détesté et qui reste détesté par le milieu de la poésie de Gallimard, quoi. Tout ce qu'a défendu Paulan n'est pas génial, loin de là. Alors il y a des exceptions, bien sûr, Malcolm de Chazal par exemple, mais enfin quand même, il y a quelque chose là qui tourne un peu en rond autour de Gallimard, quoi. Et je n'ai jamais envoyé de manuscrit chez Gallimard, donc je ne suis pas frustré de ne pas être publié chez Gallimard. Je crois que ça ne risque pas d'arriver, mais je ne le souhaite pas. Surtout aujourd'hui. Et en revanche, je trouve dans certains climats d'écriture plus européens, plus tournés vers la multiplicité des langues, vers une forme d'hétérogénéité qu'on trouve par exemple chez Joseph Guglielmi. Mais qui lit aujourd'hui Joseph Guglielmi, qui est un immense poète, un grand lecteur? Quand il lisait en public, on était tous stupéfaits tellement c'était puissant, fort et déclamatoire. Joseph lisait à l'américaine, il ne lisait pas comme on lisait à Paris dans les années 70-80, quoi. Et donc, Jean-Paul de Dalessen est très intéressant pour ça, et c'est sans doute pour ça qu'on a du mal à aussi le soutenir vraiment. C'est que sa poésie vient à la fois d'expressionnistes allemands et des Américains et des Anglais. T.S. Eliot, qu'il a connu quand il était à Londres. Ezra Pound est important pour lui. Qui s'intéressait à Ezra Pound parmi les poètes français en 1945? Voilà. Après, oui, mais à ce moment-là. Alors, indépendamment de tout l'aspect politique du personnage, évidemment, hein, ça, c'est un problème. Un jour, Yves Dimano m'a dit le début de Flash d'Europe, c'est la partie la plus poundienne que tu aies jamais écrite. Et je lui dis, alors Yves, comme on sait, le traducteur des cantos, une grande partie est l'éditeur, donc il sait de quoi il parle. Je lui dis, écoute, je pense que si Ezra Pound avait été à ma table, ou si j'avais été à la sienne un dimanche en fin de repas, on se serait tapé dessus, donc je crois que je ne suis pas très poundien. Voilà. Mais en même temps, évidemment que les cantos et puis d'autres ont révolutionné une certaine idée du poème en vers, quoi. Voilà. Et peut-être que c'est aller plus fort de ce côté-là que du côté de Valéry ou de qui vous voulez. Après, je voudrais dire aussi qu'il y a ma préoccupation pour la poésie des dames depuis très longtemps. Donc Hilda Morley, bien sûr, en fait partie. Mais je fais vraiment partie des gens qui ont échappé par chance, à peu de choses près,
à cette vision entre hommes propre à la culture française et qui fait que quand on parlait de poésie, il y avait que des hommes entre eux et s'il y avait des femmes, c'était pour le soir au café et après. Non, il y a quelque chose là qui ne convient pas. Ça vient de où, ça, effectivement, ton intérêt pour les poétesses qui, pendant longtemps, hein, j'ai eu des discussions avec une des premières de l'époque, Cosette de Charmois, qui était la première femme publiée dans la revue Ouf, et d'autres qui ont même disparu, qui publiaient très peu et qui, du fait de l'environnement, ont été exclus et se sont exclus, voilà, qui s'occupent encore de Françoise de Charmois, enfin Françoise Méret. Tout le monde l'a oublié, tu vois. Oui. Plein de personnes comme ça. Et quand une femme parvient un tout petit peu à sortir de la clandestinité et de son vivant de préférence, après, c'est jamais sûr qu'elle ne va pas retomber très vite, parce qu'il faut toujours être derrière pour que ça tienne, pour qu'enfin les oreilles, les yeux s'ouvrent à la réalité historique, quoi. D'où ça vient chez moi? Je dois beaucoup aux femmes d'abord, pour commencer. Hein. Je dois beaucoup aux femmes, elles m'ont beaucoup apporté, beaucoup appris. Je crois qu'elles m'ont beaucoup transformé. Peut-être que je devrais dire, en commençant par ma mère, on va lui rendre hommage quand même si la poésie n'intéressait pas jusqu'au moment où je lui ai dit je veux devenir poète. Dans ce cas-là, elle était obligée un petit peu progressivement et lentement d'essayer de comprendre ce que je fabriquais. Non, je crois que c'est... Bon, d'abord, j'ai vécu à Berlin. Dans les années... En 1982, j'ai vécu à Berlin. Je suis désolé de le dire, mais Berlin en 82, c'est MeToo, déjà. C'est-à-dire, je vais à des festivals de vidéos d'artistes femmes, on ne laisse pas rentrer. Et aujourd'hui, je le comprends très bien. À ce moment, j'étais furieux, bien sûr. Je veux dire, tout le travail qui a été fait, notamment par les artistes de tous les domaines, pour arriver à d'escléroser le genre mâle de son autosuffisance, ce travail qui est fait aujourd'hui depuis, mettons, 15 ans en France, et qui fait que certaines poètes aujourd'hui, enfin, atteignent une certaine visibilité sociale par leur publication ou leur présence en espace public. Tout ça existait déjà à Berlin, ou était en train d'exister, en tout cas c'était une question qu'on se posait. Ensuite, je vais dire un truc assez comique, mais qui pourrait apparaître comme légèrement défenseur des tristes cires, dans le meilleur des cas, bon, en fait, j'ai échappé à l'apartheid scolaire. Je mesure mes mots, l'apartheid scolaire. J'ai connu, les gens de ton âge vont rire, mais ça a fonctionné jusqu'à peu près mon époque, et un peu après. L'école des filles, l'école le des groupe garçons. A, on disait plus filles, garçons, ce qui était déjà un progrès. Il y avait le groupe A, où j'étais bien sûr, ça n'allait pas être les filles là, et le groupe B, d'accord? Il y avait un grand mur entre les deux. Hein. Alors moi, c'était pas un mur, c'était une rue. C'était dangereux de traverser la route. Bon, le hasard a fait que je suis tombé amoureux d'une petite fille du groupe B quand j'avais 11 ans. Et ça m'a certainement aidé à comprendre un certain nombre de choses. Alors, un petit amoureux gentillet, c'était des petits bisous, on n'allait pas au-delà. Dans cette époque post-pétainiste de la province française franc-comtoise. Alors ça a compté. Ensuite, j'arrive au lycée. Je suis au lycée de jeunes filles. Ça s'appelait comme ça. Il était mixte depuis 2 ans. Voilà. Les lycées étaient lycée de garçons, lycée de filles. Moi, parce que je suis au nord de Belfort, on me met mécaniquement, donc c'est le coup de bol, au lycée de jeunes filles. Donc, j'ai envie de dire, la question du mâle dominant, quand on était 4 parmi 20 filles, et que nous n'étions pas les meilleurs de la classe, c'est assez vite réglé, quoi. Mais au passage, au collège, où le collège venait de s'ouvrir l'année où j'arrive en 6e, le collège est mixte. Alors, il y avait déjà des collèges mixtes ailleurs, mais dans cette région très arriérée, très traditionnelle, pourtant pas spécialement catholique, je rappelle qu'à Belfort,
le temple protestant, la cathédrale et la synagogue sont un triangle de 200 mètres de côté, hein, donc il y a quand même des brassages interreligieux qui se font. Et puis, bon, à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait une présence musulmane faible, mais aujourd'hui, il y a une très belle mosquée à Belfort qui a été construite à l'initiative de Jean-Pierre Chevènement, une des grandes mosquées de France. Donc voilà, on est dans un lieu historiquement qui a brassé énormément de langues, de cultures, les marches des pays, les marches de France, les marches de l'Empire germanique. Voilà, et donc je suis dans un collège, j'étais bon élève en classe primaire, et voilà qu'en sixième, c'est une fille qui est devant moi en maths, en français, en allemand, en histoire géo. Je suis toujours le deuxième, jamais le premier. Ça me rend furieux. Ça inquiète ma mère, qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est le plus grand service que la société m'ait rendu. C'est-à-dire que le petit coq a compris, déjà à l'âge de 12 ans, 11 ans, qu'une femme pouvait être meilleure qu'un homme. J'en ai eu la preuve, ça m'a rendu malheureux, mais une fois passé le cap, la question était réglée une fois pour toutes. Ce qui fait que je n'ai aucun problème pour considérer le talent, le génie d'une poète femme, si on parle de poésie. Et je les repère, comme si j'avais une espèce de nez fin, non pas pour en faire des maîtresses, mais pour les aider, les accompagner, parce que je sais ce que ça signifie. Et je voudrais quand même rappeler que beaucoup de femmes qui ont fait un véritable travail artistique dans la langue, ne serait-ce que Virginia Woolf, et ne serait-ce que Daniel Colobert, ne serait-ce que Agnès Rousier, ne serait-ce qu'Hélène Bessette. Enfin, ce sont toutes des femmes qui ont rencontré jusqu'à la mort, et qui en sont parfois mortes, des difficultés sociales de reconnaissance épouvantables. Anne-Marie Albiac, je pourrais en citer bien d'autres. Donc, respect pour ces dames qui ont choisi d'ébranler la langue des hommes, la langue mâle, la langue du rétrécissement du mental et du spirituel. Elles ont fait un travail très courageux parce qu'elles savaient très bien, mais elles n'avaient pas le choix sans doute, pour survivre il fallait qu'elles le fassent, elles savaient très bien qu'elles se heurteraient à toute la régulation sociale via les internements psychiques ou les internements en prison. C'est un des axes majeurs de mon travail depuis le premier, puis Allemande. La première figure qui apparaît dans Allemande, c'est une jeune femme qui est derrière des barreaux, habillée d'une blouse blanche et qui regarde dehors. On ne sait pas si elle est en prison ou si elle est dans un hôpital psychiatrique. En fait, elle fait les deux. Mais le lecteur, la lectrice ne le savent pas. Et moi-même, à l'époque, je n'étais pas sûr. C'est pas une fiction, hein, c'est un travail documenté, comme tout le travail du cycle des exils, ça part à partir de documents d'archives. Et cette figure qui regarde par la fenêtre avec des barreaux, qui est enfermée, elle est une permanence. Elle définit ce que j'appelle la maladie du narré. Nous sommes, nous, des malades du narré. Alors ça peut ensuite s'appliquer par des termes de médecine spécifiques, mais en tout cas, c'est ce qui réunit toutes les personnes qui ne se satisfont pas de la langue telle qu'elle nous est imposée par les systèmes éducatifs, par les systèmes familiaux, par les systèmes économiques, j'allais dire. Tout ce qui fait les bastions de la société dans ce qu'elle a parfois d'archaïque et parfois un peu qui nous restreint de nos possibilités, qui fait qu'on préfère que dans un ensemble de personnes, il n'y ait aucune tête qui dépasse, hein, c'est le principe même de l'administration française, hein, ça se dit encore, je pense, dans certaines administrations françaises au moment de la formation, une administration qui marche, il n'y a aucune tête qui dépasse. Voilà. L'anonymat. Alors on va dire l'égalité, mais jamais l'égalité, c'est pas du tout la question de l'égalité qui est là, c'est juste à un moment donné... Pensée unique. C'est l'uniforme, c'est l'uniformité, c'est la pensée unique, c'est ça. Et donc... la novlangue.
Oui, on peut l'appeler par de multiples possibles. Ce qui est bien, c'est qu'on dispose de beaucoup de mots. C'est la preuve que c'est une vraie question qui est abordée par beaucoup de personnes selon des champs très, très nombreux. En tout cas, les femmes, et je pense que c'est moins le cas heureusement aujourd'hui, mais pendant longtemps, et c'était le cas aussi des artistes plasticiennes, ont vécu des choses très très violentes. Je prends un exemple de quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi, Elke de Reyck, poète de Bruxelles qui fait un travail formidable. Elle me racontait qu'un jour elle a lu, c'était à Bruxelles, il y a eu 4 ou 5 personnes qui lisaient, et puis à la fin de la lecture, un homme est arrivé vers elle et lui a dit sur un ton détestable, « Je n'ai rien compris ». Et elle a senti que le problème de cet homme, c'était que s'il n'avait rien compris, c'était de la faute de cette personne poète, mais surtout parce qu'elle est femme. C'était inadmissible qu'une femme transmette de l'information que cet homme, bien sûr lui-même, bien sûr de tout, puisse réceptionner. Voilà, il y a de l'inframince, il y a évidemment des lourdeurs et des agressions, de la violence tous les jours, mais il y a aussi des comportements qui remontent à tellement de générations que parfois les personnes un peu fatiguées, un peu fragilisées, ne se rendent pas compte qu'elles vont blesser une femme dans son travail d'écriture. Et les artistes plasticiennes, mais je vais raconter cette petite anecdote, ça va m'attirer quelques ennuis, mais tant mieux. Quand j'ai travaillé dans le cadre de la revue Opus, nous avions interviewé le directeur un des conservateurs du centre Georges Pompidou qui avait monté l'exposition, belle exposition par ailleurs, La mode, la passion, la morale. Il y avait un 4e terme qui ne me revient plus, c'était une phrase de Baudelaire, on devrait pourtant la savoir, la connaître cette phrase. Bon, il y avait 65 artistes dans cette exposition internationale montrant les tendances de l'art contemporain dans les années 89-90, puisque c'était l'époque de l'exposition. Et à un moment donné, on organise, dans le cadre d'Opus, un entretien avec le conservateur commissaire d'exposition. Il y avait d'ailleurs Alain Jouffroy qui posait des questions extraordinairement fortes. Voilà. Et à un moment donné, je pose la question au conservateur, au commissaire, je lui dis, alors je rappelle donc le titre, il y a le terme moral dans le titre de l'exposition. Et je lui dis, est-ce qu'il est moral que sur 65 artistes, il n'y ait que 3 femmes ? Et tu ne pourrais pas imaginer la réponse qu'il me fait. Il me dit, ce qui n'est pas moral, c'est de poser la question. Tu vois ? Alors, sur le moment, je ne dis rien, bien sûr. Puis, je me dis, bon, il va revenir quand il aura le jeu des preuves avant que ce soit publié. Il va corriger, il va rectifier. Ah non, il n'a rien corrigé, il assume. En 89, on peut assumer qu'il n'est pas moral de poser la question, pourquoi n'y a-t-il que 3 femmes dans une exposition internationale au Centre Georges Pompidou ? Voilà. Alors, il est devenu ensuite le grand directeur du Centre Georges Pompidou, donc c'était ça qu'il fallait dire pour devenir plus tard le directeur. Il a même eu quelques ennuis ensuite à Bruxelles. Il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a peu de temps. Oui. Donc, toi, ça remonte à loin. Hein. Voilà comment on forme j'ai envie de dire, les énarques du commissariat d'exposition français. Heureusement, à côté de ça, il y avait des Germain Viat, il y avait des Alfred Pacman, il y avait même des Blaise Boutier, des gens tout à fait autres et qui sortaient tout simplement de cette boue. Bon, donc, du reste, j'aime bien dire que quelque part, je me sens très du côté féminin de la langue. Même si je regrette qu'il n'y ait pas de neutre dans la langue française, parce que dans certains cas, ce serait très pratique. Comme en allemand. Comme en allemand, voilà. Et c'est Françoise Héritier, l'anthropologue, qui disait « ce n'est pas neutre, qu'il n'y ait pas de neutre en français ». Voilà. Et oui, si on veut la loi Salique, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de neutre. Et ça, c'est le principal problème de l'histoire de la place des femmes en France et de la reconnaissance de leur activité et de leur visibilité sociale, c'est la loi Salique. Hein. Ça, j'en suis convaincu depuis très longtemps. C'est-à-dire cette loi qui va définitivement exclure les femmes du pouvoir principal. Elles ne peuvent pas être reines. Si elles sont reines, c'est parce qu'elles sont femmes du roi. Mais on ne peut pas avoir une Élisabeth, on ne peut pas avoir une Thérèse,
on ne peut pas avoir, etc. Non, on a des régentes comme Catherine de Médicis. Alors on a la jolie régence de Madame de Médicis, en effet, voilà. Mais alors donc, c'est comme si, au fil des siècles, cette loi salique était rentrée dans l'inconscient collectif. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec la signature des œuvres d'Ilse Garnier par Pierre Garnier au début de leur travail de poésie concrète. C'est ça, c'est ça. C'était... Oui, curieusement. Hein. Oui. Bon, c'est une génération, j'y ai échappé. J'aurais pu, je vois bien quand même, je suis accompagné de personnes souvent qui ont 3-4 ans de plus que moi, je vois bien que sur certaines choses, ça bloque, quoi. Voilà. Est-ce qu'on va vraiment éditer une femme quand on sait par exemple que les lecteurs s'intéressent beaucoup moins à la poésie des femmes que celle des hommes? Et puis, il y a quand même, j'avais fait un texte là-dessus, en plus à propos du champ artistique, des arts plastiques, c'est qu'on aime toujours, et je crois que, alors c'était dans fin des années 80, début 90, mais je crois que ça reste toujours un peu vrai. Le public, je ne sais pas trop ce que c'est, les amateurs d'art aiment bien la figure de l'artiste imperator. Voilà. C'est comme si on n'avait pas réglé les questions de démocratie dans le champ de l'art. C'est-à-dire que ce qu'on a subi par les tyrannies successives, c'est comme si le champ des arts plastiques et de la poésie l'avait en quelque sorte récupéré, puisqu'on ne peut plus l'avoir dans le champ politique. Il n'y a plus de Charles de Gaulle, qui n'était pas le pire des dictateurs, mais c'est comme si il fallait retrouver dans les figures artistiques, donc Yves Klein par exemple, hein, et Yves Klein beaucoup plus que François Dufresne, hein, cette figure de l'imperator, du maître, du général en chef, inventeur de fiction qui plaisent à tout le monde parce qu'elles sont pleines d'héroïsme. Hein. La photo où on le voit planer quand il plonge à l'immeuble. On sait bien que c'est un montage, mais pendant longtemps ça n'a pas été vécu par les amateurs d'art comme un montage, on y croyait. Bon, les gens aiment les contes de fées. Hein. Voilà, on préférera Yves Klein par exemple à Christian Boltanski, même si c'est pas du tout la même génération évidemment. Alors heureusement, au fil des années, Boltanski a quand même obtenu une reconnaissance considérable et admirable. Mais par exemple, Annette Messager a eu du mal. Hein. Et j'aime beaucoup la position d'Orland de ce point de vue-là. J'aime beaucoup, par exemple, l'œuvre d'Orland où elle prend l'origine du monde et elle le transforme en sexe. Et elle le transforme en origine de la guerre. Je trouve ça, alors c'est d'une simplicité infantile, mais c'est pas du tout infantilisant, c'est extraordinairement fort, d'une efficacité en termes de signes médiatiques, d'une puissance. Voilà, c'est des gens comme ça qui nous ont aidés aussi à sortir du son. Parce que ma conviction profonde, ça n'est pas de penser que moins il y aura de femmes, plus on aura de place. Ça, je sais qu'il y a des hommes qui pensent ça encore aujourd'hui et qui le montrent. Non, c'est au contraire, plus il y aura de femmes dans le champ de la création artistique ou poétique, plus ça va élargir le public et plus ça laissera de la place à tout le monde. C'est très simple. Il n'y a pas de... Il faut partager.